Mais on a aussi une personne de la ville de Paris dont je n'ai pas de nouvelles. Elle m'a dit qu'elle venait, mais je n'ai pas de nouvelles. Donc, elle prendra le sang en route. Voilà, c'est ça. Bien, donc aujourd'hui, on va travailler sur un premier atelier, donc c'est un format beaucoup plus participatif que la dernière fois. Plutôt sur la formation un peu descendante. On va commencer à travailler, faire appel un petit peu, solliciter un peu nos neurones. Alors, l'objectif de ce premier atelier, ça va être, comme je l'ai dit, toutefois, d'établir, commencer à sortir un petit peu les grandes lignes de notre stratégie d'achat. Stratégie d'achat, je vous rappelle, c'est croiser 4 analyses, l'analyse du besoin, l'analyse du marché, l'analyse des risques et l'analyse financière. On va juste avant de parler et dérouler un petit peu cette approche à cette stratégie d'achat, on va commencer par parler un petit peu des parties prenantes, parce que sur un projet, on ne travaille jamais seul. D'abord, on va finalement être très limité. Donc l'objectif, ça va être d'associer un petit peu des parties prenantes. Et on va voir justement comment on va identifier un petit peu ces parties prenantes. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante? C'est un individu ou un groupe d'individus qui vont être à un moment donné concernés par le segment d'achat qu'on va acheter, donc ils peuvent être impactés, ils peuvent aussi avoir une certaine influence sur le projet. Ils ont une expertise, de l'expérience, etc., qui vont ramener un petit peu autour de la table pour permettre d'aller un petit peu plus loin sur le projet. Donc, on verra que ces parties prenantes, internes ou externes, elles peuvent être relativement importantes et qu'on ne pourra pas associer tout le monde sur le projet, de façon physique, autour d'une table, par exemple, pour construire un cahier des charges, mais on va pouvoir peut-être les impliquer différemment. Alors, il y a 4 niveaux d'implication. Le premier niveau, c'est l'échange d'informations. Il y a des parties prenantes avec lesquelles il est important de discuter pour les informer du projet, parce qu'ils auront peut-être un rôle à jouer au cours du projet, et donc il est important qu'on leur demande. Je prends l'exemple, vous achetez du nettoyage, vous avez un responsable de site, il faut qu'il ait connaissance du projet, qu'il ait connaissance des exigences que vous avez demandées, parce qu'il va être acteur du suivi de ce marché-là. D'accord? Donc, il est important qu'il ait des informations là-dessus. Oui. Je pense que vos slides ne paraissent pas pour les personnes en ligne. Ah. Je crois que ce n'est pas partagé dans ce cas. J'ai fait ça. Je vais recommencer. Ah oui, pourtant. Mais en tout cas, alors, non, mais je vais partager la mauvaise. C'est bon, là? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, échange d'informations. Le deuxième niveau d'application, ça va être la consultation. Donc, c'est des gens, on a besoin qui nous apportent des informations de notre côté pour peut-être justement sur leurs besoins, leurs attentes dans le cadre du marché. Alors, on verra des exemples juste après. Il y a un troisième niveau qui va être le niveau de collaboration. Donc, ces gens-là, généralement, justement, c'est une connaissance du marché, ils ont une expertise, ils ont une expérience, et ils vont pouvoir apporter un petit peu tout leur savoir pour alimenter le projet. Et puis, il y a les parties prenantes qui sont complètement intégrées au projet. Donc, ça, c'est des parties prenantes qui vont prendre part aux décisions, qui sont complètement impliquées. Elles peuvent bloquer un projet si elles ne sont pas d'accord. Donc, en règle générale, ça peut être l'acheteur, le prescripteur, ou interne, une direction générale qui pourrait bloquer un projet. Excusez-moi, on est bien dans la partie préparation, sourcing. Voilà. Là, on va commencer à travailler sur la stratégie d'achat, donc définir un petit peu les exigences qu'on va intégrer dans notre consultation. Mais avant de commencer à travailler sur cette stratégie d'achat, on va aller chercher les bonnes parties prenantes pour faciliter ce travail. Alors, plus on descend, vous voyez, dans ces niveaux d'application, généralement, plus le niveau de ces parties prenantes, plus les parties prenantes peuvent être influentes sur le projet. C'est-à-dire celui avec qui on va échanger juste de l'information, ce n'est pas quelqu'un qui pourrait effectivement imposer des exigences relativement importantes dans le projet. C'est vraiment quelqu'un qui va collaborer, donc il a besoin de connaître. Alors que l'intégration, c'est vraiment quelqu'un qui participe aux décisions, donc il peut bloquer le projet, donc qui est très influent. Ce niveau d'influence a son importance aussi.
Alors, prenons cet exemple. Et après, on travaillera sur les équipements électriques et électroniques. Hein. Mais là, juste pour bien comprendre, on doit acheter, par exemple, des sièges de bureau. Vous achetez des sièges de bureau, j'ai identifié 4 parties prenantes. Un client interne, le réceptionniste des commandes, celui qui va réceptionner les sièges de bureau dans les bâtiments, les salariés qui vont être usagers de ces sièges de bureau, et le médecin du travail. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, on aurait pu avoir beaucoup plus de parties prenantes identifiées, mais restons sur ces 4 parce que j'ai volontairement choisi 4 parties prenantes qui vont représenter 4 niveaux d'implication différents. Alors, à votre avis, le client interne, donc, qui est porteur du besoin, par rapport à ce qu'on s'est dit juste avant, à quel niveau vous l'associez? C'est bien interne. C'est le prescripteur. C'est de l'intégration. Ah, l'intégration. C'est de l'intégration parce qu'il pourrait bloquer un projet. S'il n'est pas d'accord, c'est lui qui est interne, s'il définit le besoin. Voilà. Le réceptionniste de commande. Consultation, échange. Échange d'informations. De la recherche, de l'échange d'informations, effectivement. C'est ça. C'est les salariés qu'on va consulter sur leurs besoins. Travail, collaboration. Et le médecin du travail, lui, peut collaborer à la construction du cahier des charges. Alors, pour illustrer un petit peu ça par un exemple, vous voyez, on pourrait lui dire, très bien, c'est noté, livraison des sièges prévue le 5 juin. Donc lui, on lui dit que voilà, il y a un camion, un Smirnoff qui va livrer tous les sièges pour équiper le 3e, 4e et 5e étage du bâtiment. Il va recevoir un camion avec tous ces sièges. Ça sera le 5 juin. La seule chose qu'il pourrait dire, non, le 5, j'ai déjà le mobilier qui arrive, on pourrait peut-être décaler au 7 juin, par exemple. Pourquoi il est important de consulter les salariés? Parce qu'ils peuvent avoir des problèmes particuliers. Je prends l'exemple d'une personne qui pourrait dire écoutez, moi, je souffre d'une sciatique chronique et invalidante. Et ça, c'est une information importante. Alors, l'objectif, ce n'est pas que vous alliez taper à tous les bureaux de tous les collaborateurs pour savoir s'ils ont des petits problèmes, vous êtes d'attente sur leur siège de bureau, vous n'allez pas vous en sortir, mais c'est peut-être de tourner vers la DRH, vers les représentants du personnel, parce que c'est des informations généralement qu'ils connaissent. D'accord ? Maintenant, quand vous avez une personne qui souffre d'une sciatique chronique invalidante, vous êtes acheteur, vous n'êtes pas médecin. Comment je vais traduire ce problème en exigence technique, donc c'est un critère ergonomique que je vais intégrer? Eh bien, c'est peut-être le médecin du travail qui pourrait vous aider. L'assise ne doit pas être trop profonde, le dossier du siège doit être plus incliné, etc. Donc, il va définir un petit peu les caractéristiques qu'on va attendre du siège pour répondre aux problèmes que l'on connaît maintenant, puisqu'on a fait ce travail de consultation. Et donc, le client interne, lui, va dire, par exemple, très bien, on va pouvoir faire un lot spécifique avec des critères ergonomiques qui vont répondre à ces attentes. Donc, on voit bien là que chacun a son rôle à jouer et qu'il est important d'avoir un petit peu ça. C'est que les parties prenantes, c'est bien de les identifier, mais comment je vais les associer aussi. D'abord pour éviter de leur faire perdre leur temps, et puis de perdre le vôtre aussi. Pour donner, ça va être un petit peu compliqué. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, on va travailler sur un marché, dans le cadre du renouvellement d'un parc informatique dans votre organisation. Eh bien, on va essayer de lister ensemble quelles peuvent être les parties prenantes qui seraient intéressantes d'associer dans le cadre du changement d'un parc informatique. Et on va essayer de déterminer leur niveau d'implication. D'accord? Alors, ce que je vais faire, moi, je vais prendre un crayon, je vais agrandir mes oreilles et je vais vous écouter. Quelle partie prenante? Nous, notre DSI, ils sont des systèmes d'information. Donc, la DSI. Alors, bonjour. Bonjour. Les salariés. Les collaborateurs. Qui a demandé son nouveau directeur général.
Nous, c'est la DSI. C'est la DSI. Donc, généralement, c'est la DSI qui connaissent un peu et qui suit. Au service de la commande publique, la rédaction des pièces, ça, je vais. Ouais. Plus on a niveau, là. Ce qui concerne le développement durable. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des renouvellements obligatoires. Bah, disons que nous, c'est dans le service. Je disais deux pôles, service commande publique, le pôle politique d'achat et le pôle marché. Parce que c'est des organisations différentes. Un peu la RSE. Oui. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes? Excusez-nous. Oui, non, c'est moi qui me suis fait. On est en train de travailler sur un plan d'avant-projet. On va travailler un peu sur la stratégie d'achat. Mais avant, justement, pour bien travailler sur cette stratégie d'achat, on est en train d'essayer d'identifier les parties prenantes et puis de voir un petit peu à quel niveau d'implication on va les engager sur le projet. Ouais. Donc, on est sur le renouvellement d'un parc informatique. Les fournisseurs? Les fournisseurs. Mais encore. Je veux savoir, peut-être contacter des personnes qui ont déjà monté ce type de marché pour pouvoir faire un benchmark et des choses comme ça, non? On peut effectivement se reposer, je dirais, sur des remontées d'expérience, des retours d'expérience. Donc, comment on pourrait mettre les règles, on va mettre des retours d'expérience, mais on a bien compris que c'est des. Alors, ça peut être des parties prenantes internes ou externes, hein, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement rejoindre d'autres collectivités. Donc, tiens, on a appris, j'ai travaillé sur tel projet la dernière fois, on a travaillé sur le même projet. Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement partager un peu nos informations? Ça peut être aussi des parties prenantes internes. C'est l'acheteur qui a travaillé sur ce projet la dernière fois, maintenant existé sur peut-être d'autres segments d'achat et qui pourrait vous apporter aussi son expérience par rapport à ça. Il peut y avoir une volonté des groupes, par exemple, sur la suppression des imprimantes avec une politique de zéro papier, des choses comme ça. Ouais, donc tes élus. Il y a un enjeu qui sort peut-être un peu des enjeux environnementaux, puisqu'on doit se concentrer quand même sur les enjeux environnementaux, mais il y a notion, madame RGPD, sur les données personnelles. Lié à la réglementation. Oui, et l'utilisation de la gestion de l'ancien parc. Il y a des données, voilà, comment on va récupérer ces données, comment on va s'assurer que les disques durs sont bien. Voilà, il doit être informé en tous les cas et on collaborera parce que lui, il a peut-être identifié aussi des solutions par rapport à ça. Et puis, il y a peut-être des acteurs aussi, justement, la gestion de fin de vie des V3E. Donc, on va mettre les filières de recyclage. Oui. Il y a aussi peut-être les juristes, peut-être pour des notions de réglementation des fois, hein, parce que c'est bien de faire de la RSE, mais à minima, ça fait Le service de la commande publique, c'est les juristes. Ils sont là. Si je peux me permettre, on peut aussi contacter son réseau Maximilien, son réseau régional, pour un petit coup de main environnemental. Les règles. En même temps. En fait, on va sur Et réseau. Exactement. C'est bien que c'est voir. j'ai vu le webinaire ce matin. Je vais réseau MX, ça veut dire Maximilien. Il y en a d'autres aussi. Oui, il y en a d'autres. Ouais, je pense que vous pouvez appeler la DAE qui pourrait vous aider. Ils ont des guides aussi qui mettent à disposition des acheteurs publics et vous pourriez profiter de ces guides. C'est remarquable sur le numérique responsable, justement. Bon, on va s'arrêter là pour l'exercice. Alors, par contre, au niveau d'implication, la DSI, c'est des prescripteurs, c'est des clients internes. Donc, on l'a vu, c'est généralement de l'intégration. Eux, ils sont intégrés, c'est sûr. Les utilisateurs. De la consultation, effectivement. Alors,
c'est peut-être pas directement l'utilisateur, mais les différents services qu'on va utiliser pour connaître un peu leurs besoins, pour éviter aussi d'avoir des appareils qui sont des fois surdimensionnés. Pour avoir des gros ordinateurs qui ont des grosses un potentiel de calcul relativement important, alors qu'on est sur peut-être un service qui ne fait que du traitement de texte, par exemple. Donc, c'est plutôt là, enfin, dans la DSI, c'est eux qui déterminent la capacité des machines, c'est l'utilisation, par exemple, de Mac pour la com, etc. C'est souvent la DSI, jamais les utilisateurs en direct, surtout si il y a l'utilisateur dans la collectivité. Alors, quand je parle des utilisateurs, c'est, je vous dis, c'était pas au niveau individuel, mais au niveau des services. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille dans un département à la FNOR, au départ, qui est un département de recherche et développement. D'accord. Donc, on est là pour travailler sur des nouvelles thématiques et essayer effectivement de développer des nouvelles prestations pour nos clients. Dans le cadre des prestations, à un moment donné, on a développé un outil informatique qu'on gère aujourd'hui du service, ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, effectivement, on a des besoins qui ont changé au terme d'informatique parce qu'on s'occupe de tout le back-office de cet outil. Et c'est un outil aujourd'hui qui commence à avoir énormément de données, qui est utilisé par de plus en plus de clients. Et donc aujourd'hui, il faut effectivement qu'on ait du matériel adapté. C'est un exemple. Donc, et là, la DSI n'est peut-être pas toujours au courant aussi de l'évolution du besoin de chacun des services. Donc, demander aussi aux responsables de ces différents services s'ils ont des besoins spécifiques en termes d'informatique, c'est important. Donc, les utilisateurs, là, on est sur de la consultation. Service de la commande publique. Alors, c'est de la collaboration, effectivement. Alors, ça peut être de la consultation ou de la collaboration. Des fois, la limite est un petit peu difficile, mais c'est vrai que globalement, ils peuvent vous rappeler qu'il y a une directive ROHS, par exemple, qui va limiter la présence de métaux lourds à l'intérieur des appareils. Ça doit répondre aussi, bien sûr, aux normes CE, etc. C'est le volet juridique, de toute façon. C'est le volet juridique, effectivement. Disons que moi, j'ai le point, c'est eux qui rédigent le marché aussi, parce qu'en général, c'est des niveaux appel d'offres, donc c'est pas des. Eux, ils vont collaborer. D'accord. La RSE, ils peuvent collaborer aussi, puisqu'ils peuvent vous aider à être un support, justement, parce qu'ils peuvent connaître les différents labels, parce qu'on fait cette étude. Il y a des référentiels, on verra, dans les équipements. Donc, ça peut être de la collaboration. Les fournisseurs, c'est de la consultation, effectivement. On va essayer, en amont du marché, on interroger plusieurs. Attention à la section de concurrence, d'accord, au favoritisme, mais ça va être de la consultation. C'est intéressant aussi de savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Les retours d'expérience, etc. Alors, ça reste de la consultation, mais les travaux pourront être amenés à collaborer peut-être avec vous. Les élus. Ils votent à la fin. C'est de l'intégration. Un élu peut bloquer le projet, c'est ça. J'ai le souvenir d'avoir travaillé, par exemple, sur un marché pour du papier recyclé pour un département. Et à l'époque, on avait fait vraiment un travail assez exemplaire avec l'acheteur, du papier recyclé, sans dérivés chlorés, sans assurance optique. Vraiment, le truc marché béton sur le papier recyclé. Et on était tout fiers de notre marché. Au moment que ce marché passe la signature, le président du département a bloqué tout ça en disant attendez, moi j'ai des papeteries sur mon département qui sont en train de déposer le bilan. Ils ne font pas de papier recyclé. Je ne vais pas acheter du papier recyclé. Peut-être qu'en achetant tout notre papier chez eux, on pourrait sauvegarder les emplois sur le département. Donc, il est hors de question d'acheter du papier recyclé ou acheter de la fibre vierge avec, effectivement, des exigences auxquelles ils peuvent répondre pour pouvoir se positionner sur ce marché-là. Donc, il a bloqué complètement le projet. Ça, c'est de l'intégration. Le RGPD, ça va être peut-être de la collaboration, parce qu'il peut peut-être aussi vous donner des orientations, etc., en termes d'exigences par rapport, encore une fois, à la protection des données personnelles qui pourraient être dans les anciens ordinateurs. Des filières des 3E, de la consultation, ça permet de voir effectivement les différentes solutions qui existent pour gérer la consulte, pour gérer la Oui, Maud, ça va? Vous voyez ce que j'ai écrit au tableau ou pas?
Oui, Maud, vous m'entendez? Attends, j'étais sur un autre écran. Non, moi, je vois pas. Après, de toute façon, je prends des notes et je Ouais. noterai sur le PowerPoint. Oui. Vous aurez ça sur le PowerPoint. Aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie prenante? C'est clair. Alors, on va travailler maintenant donc sur l'analyse du besoin. Vous avez votre DSI qui arrive, qui vient voir l'acheteur et qui lui dit « Et j'ai besoin d'une imprimante ». Alors déjà, effectivement, que pensez-vous de l'expression de ce besoin? Vous semble-t-il pertinente et comment la reformuleriez-vous? J'ai besoin d'une imprimante, vous en parliez la dernière. Exactement. Et à partir du moment où on définit un besoin par un objet, hein, c'est qu'on est déjà en train de donner une orientation à ce qu'on voudrait. D'accord. Ce qu'on veut, c'est imprimer des documents sur des supports papier. J'ai besoin d'imprimer des documents sur un support papier, par exemple. Hein. Et on verra que le marché il laisse d'autres options que l'achat d'une imprimante. D'accord. Donc déjà, on exprime toujours, et ça j'insiste beaucoup, sur un besoin à travers l'action, la fonction qu'on cherche à remplir. Donc, encore une fois, il y a des fonctions principales et on va après préciser ce que l'on attend par des fonctions complémentaires. Hein. Vous voyez, par exemple, si j'ai besoin d'imprimer des documents ou j'ai besoin de visualiser un document, et après, ça peut être sur un support numérique ou sur un support papier. La précision du document sur le support papier, c'est une fonction complémentaire qu'on a besoin parce qu'on a peut-être besoin de prendre des notes, on a besoin de faire circuler ce document, etc. Enfin, de noter le document. Alors, déjà, la première question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce qu'on peut réduire ses consommations quand on achète une imprimante? On pourrait dématérialiser le support. Aujourd'hui, zéro papier chez nous. Il y en a qui ont essayé. C'est un effet rebond. On va avoir un effet rebond. Et puis, il faut aussi, attention, combattre contre les vraies mauvaises idées qu'on peut avoir. Il y a des études qui montrent, des études en analyse de cycle de vie, hein, qui montrent qu'un document, jusqu'à peu près 80 pages, a moins d'impact si on imprime sur du papier que sur un format électronique, par exemple. Donc, il va falloir faire attention à ce genre de... Des fois, on a l'impression que tout numérique, c'est vachement bien. Et aujourd'hui, déjà avec la transition écologique qu'on nous prépare, avec tout électrique, etc., on sait qu'il va falloir, à un moment donné, on va générer beaucoup de consommation d'électricité, beaucoup de gaz à effet de serre, et puis on a une pression très forte aussi sur les ressources hein, pour alimenter tous ces matériels nécessaires à la dématérialisation des supports. Paramétrage des matériels d'impression. On peut aujourd'hui paramétrer en recto verso, en noir et blanc. On peut aussi intégrer des codes pour éviter les impressions inutiles, parce que quand je parle à un moment donné de sensibiliser les collaborateurs pour lutter contre les impressions inutiles, l'impression inutile, ça représente à peu près aujourd'hui 16% des impressions dans les organisations françaises. C'est une manne financière de 400 millions d'euros. C'est un document sur 7 finalement qu'on prend et qu'on jette à la poubelle. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, alors ça change un petit peu, heureusement, mais il y a encore peu de temps, les plus grosses poubelles que vous aviez dans les organisations, c'est à côté des photocopieurs ou des imprimantes, alors que c'est généralement des outils de production. Donc, un document inutile, c'est un document qu'on ne lit pas, c'est-à-dire qu'il passe du réceptacle du photocopieur ou de l'imprimante à la poubelle directement. Parce qu'on s'est trompé. On fait des recherches sur l'informatique, on trouve un document, celui-là, il me semble intéressant, on lance l'impression. Et puis, on continue nos recherches, on trouve un truc encore plus intéressant, donc on va l'imprimer aussi, puis on va trouver la même chose, mais finalement plus récent en plus. Donc, on va prendre des nouvelles données, et puis à la fin, finalement, il n'y a que le dernier document que j'ai retrouvé qui m'intéresse, et puis tout ce que j'avais lancé avant, je n'en ai pas besoin. Donc, il va falloir sensibiliser les collaborateurs à l'impression inutile, réorganiser aussi le parc, parce qu'il y a des organisations aujourd'hui où il y a encore de multiples imprimantes personnelles. Peut-être qu'on peut avoir des imprimantes réseau. L'imprimante réseau a ses avantages, mais peut aussi présenter ses inconvénients. Et puis, on peut, pourquoi pas, externaliser vos tirages. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de prestataires sur la gestion documentaire, donc des gens qui vont prendre en charge vos tirages.
Et ça peut être même des entreprises du secteur adapté protégé qui travaillent là-dessus. Donc, ça peut avoir aussi des avantages. Donc, il va falloir, en tous les cas, aller chercher ces alternatives sur le marché qui pourraient répondre aux besoins total ou partiel que vous avez et de voir après ces différentes solutions, quelles sont les plus intéressantes. Parce que l'externalisation, c'est bien, mais si vous faites des petites séries et que votre prestataire, alors vous allez envoyer informatiquement votre document, il va vous l'imprimer, c'est le mec qui vous le livre, donc ça veut dire qu'il y a du transport, ce n'était pas la solution. D'accord ? Mais vous pouvez avoir des très gros tirages que vous faites sous-traiter qui vous permettra, vous, peut-être, de réduire votre niveau d'impression au sein de l'organisation et d'avoir des coûts plus intéressants. Dans ce domaine-là, je pense, au-delà de la sensibilisation des collaborateurs, il faut même de l'accompagnement au changement. Ouais, Parce qu'on peut avoir un travail au niveau d'une collectivité, donc il y a aussi les écoles. Les écoles, c'est des partenaires externes, qui ne dépendent pas de la ville. Les enseignants dépendent de la ville, le directeur dépend de la ville. Mais il y a des habitudes terribles, en fait, sur un accompagnement au changement, et certainement, il faut l'intégrer au projet, en fait. Tout à fait. Et clair, alors quand je parle de sensibilisation, effectivement, c'est au sens large. D'abord, c'est l'ensemble des utilisateurs du parc et effectivement, le parc peut être aussi pour des écoles, oui, effectivement. Mais c'est important parce qu'il faut rappeler ce qu'on a rappelé la dernière fois, que le produit qui finalement a le moins d'impact et puis en plus, moins cher, c'est celui qu'on n'achète pas, qu'on ne consomme pas. Donc, voilà, on parle. Ça sert à rien d'aller exiger des choses, de mettre des exigences environnementales très fortes sur un marché de copieurs si on surconsomme derrière. Je veux dire, c'est ce qu'on parle de l'effet rebond. Des fois, on a l'impression d'avoir un copieur qui fait les choses magnifiquement bien d'un point de vue environnemental, on ne regarde plus, on consomme. Il y a des gens qui sont passés du papier vierge au papier recyclé, maintenant qu'ils ont le papier recyclé, ils ne regardent plus parce que de toute façon, j'ai réduit mon impact. Attention à l'effet rebond. Ok. Alors, les solutions que propose le marché, la liste n'est peut-être pas exhaustive, si vous avez des idées, on est là pour les enrichir. On peut acheter donc des systèmes d'impression pour répondre à ce besoin d'imprimer. Alors, j'ai précisé du neuf ou du reconditionné, puisque l'offre aujourd'hui évolue. Donc, il y a de l'économie circulaire. On voit de plus en plus de matériel reconditionné, donc de la seconde vie qui peut être utilisée. On peut aller dans le domaine de l'économie de fonctionnalité, avec des acteurs comme Xerox, qui est un peu l'initiative de ça. Alors, attention, moi j'ai une expérience de 14 ans dans les matériels d'impression. J'étais du côté de mauvais côté, mais j'ai été commercial bureautique pendant des années. Et c'est vrai qu'à l'époque, on vendait un abonnement copie, si vous voulez, mais qui était ni plus ni moins qu'une location financière divisée. On prenait le prix des matériels, on divisait par le nombre de copies potentielles sur la durée du contrat, ce qui nous a pris d'amortissement de la location par photocopie. On rajoutait des coûts de maintenance et consommables. Au lieu de vous dire, on vous donne un loyer de temps, plus temps de consommable et temps d'entretien, on donnait un coût global. Mais le client était engagé sur une durée très ferme, sur un matériel précis et sur un volume précis. Et s'il ne le faisait pas, tant pis pour lui, payer quand même. Ça continue. Ça continue. Il y a encore beaucoup d'acteurs comme ça. Donc, les vrais acteurs de l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité dans le domaine de l'impression, il n'y en a pas des masses. Il y en a. Xerox, aujourd'hui, a travaillé un peu son offre par rapport à ça. Au début, quand il était mis sur un piédestal par l'ADEME, ce n'était pas encore le cas. C'était plutôt de la location financière déguisée. Mais en tous les cas, on peut trouver cette prestation aujourd'hui où c'est finalement, on ne se préoccupe plus du parc qu'on achète. On exprime son besoin. C'est le prestataire qui met à disposition des matériels et vous garantit une qualité de service pour ce besoin-là et vous payez ce que vous consommez. Oui, on parle de co-copie. Voilà. Ouais. Alors attention quand même, parce qu'encore une fois, il y a certains acteurs qui, sous couvert de l'économie de fonctionnalité, je vous dis, vous piègent avec des contrats à durée négociable sur des matériels. C'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut plus en sortir. Quand on achète un matériel et qu'on paye son entretien et ses consommables, le jour où vous n'avez pas, vous pouvez faire reprendre votre matériel, mais vous êtes propriétaire de votre matériel, vous faites un peu ce que vous voulez. Quand vous avez signé ce type de contrat, si vous voulez vous en dégager avant la ferme, il faut payer la totalité des livraisons qui sont basées sur un volume copie que vous n'avez pas consommé, mais que vous avez payé quand même. D'accord ? Donc, attention à ces pièges. Mais en tout cas, il y a quand même des prestations aujourd'hui dans l'économie de fonctionnalité. Après, il y a l'externalisation des impressions. On peut travailler avec un prestataire qui, effectivement, va assurer en interne ou en externe, puisqu'ils peuvent aussi intégrer votre organisation
si les volumes le justifient, de mettre leur personnel à votre disposition, leur matériel à votre disposition pour faire vos impressions. Et puis, on peut travailler encore une fois sur des offres relatives à la dématérialisation, à la numérisation des supports pour justement éviter toutes les impressions. Est-ce que vous voyez d'autres prestations qui permettraient justement de répondre aux besoins? Formation, un lot en formation. Et un lot en formation pour les utilisateurs. D'intégrer en fait un lot Ouais. sur la formation par le prestataire pour. Ou un autre, je sais pas, mais pour réduire. Ah oui, c'est-à-dire qu'après on peut jongler entre tout ça. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez acheter du matériel, externaliser une partie, par exemple, numériser une autre partie. On peut faire des lots pour répondre aux besoins globaux de Quand un lot pour sensibiliser les utilisateurs finaux, vous disiez que l'analyse du besoin, c'est l'utilisateur final. Oui. Pour réduire lui sa consommation s'il n'a pas eu de sensibilisation. Demander aux prestataires de former les collaborateurs, c'est sûr. Prestataire, mais dans le marché. D'accord. Oui, on pourrait agir effectivement. Peut-être l'intégrer dans son lot, enfin, si on achète un. Parce qu'un prestataire d'impression, c'est pas lui qui va nous faire une formation. Généralement, ils le font. Peut-être. Alors, ce qu'on peut demander, parce que tout à l'heure, je vous disais que dans les matériels, bon, ils ont beaucoup évolué. D'abord, quand on est passé sur toute la génération des appareils numériques, qui sont généralement en réseau, aujourd'hui, on peut intégrer des codes secrets, enfin des codes. Donc, je peux lancer dans la mémoire du matériel toutes les impressions que je souhaite. Donc, quand j'accède au matériel, c'est sélectionner le ou les documents qui m'intéressent, supprimer les autres pour ne pas les imprimer. D'accord, ça, c'est une solution. Le paramétrage en noir et blanc, le paramétrage en recto verso par défaut, par exemple. Tous ces paramètres vont permettre également de réduire l'impact de ces impressions. Il y a aussi, par la formation et la sensibilisation du personnel, éviter les aplats. C'est-à-dire quand vous avez un texte avec des gros carrés, des gros pavés noirs, là, ça va consommer beaucoup plus d'encre, donc l'impact sera plus fort sur l'environnement que quand vous avez un taux d'impression qui est généralement moyenne de 5% libre. Donc on dit qu'il y a un logiciel, justement qui faisait ça, ça pourrait être marché, qui enlève les aplats, qui change la police, qui met une police qui consomme moins, qui va réduire, du coup ça va faire moins de feuilles, ça peut être dans le marché aussi. Exactement, on pourrait avoir effectivement l'acquisition d'un petit logiciel qui va gérer justement vos documents pour qu'ils aient le moins d'impact possible à l'impression. Effectivement. Ce qui veut dire aussi qu'on doit sensibiliser le service de communication. Ça passe par eux déjà. Ça va à distance? Oui, merci. Vous avez des choses à rajouter? Non, pas pour l'instant. Pas bien? D'accord. Alors, oui. Juste une question aussi. Oui. Plus de la curiosité. Ce matin, du coup, on avait un webinaire sur le numérique responsable et une personne dans l'assistance a fait part d'une imprimante qui existerait et qui serait faite en farine de maïs. Alors, on a beau la rechercher sur Internet, on n'a pas trouvé. Et je me suis dit qu'il fallait que je la contacte. Ce serait de la marque Rico. Est-ce que ça vous parle? Alors, Rico me parle très bien, parce que je travaillais pour. Vous savez, pas pour une filiale de Rico, mais c'était. Non, alors, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des acteurs de la plasturgie qui travaillent sur des agropolymères, qui fabriquent des plastiques à base d'amidon polymétaire, de fécule de maïs, de fécule de pommes. Voilà, ils ont plein de moyens aujourd'hui avec de la canne à sucre, etc. Ils arrivent à faire des plastiques, donc ce qu'on appelle des agropolymères. Ça a vraiment l'apparence du plastique, hein. Mais il y a moins de pression finalement sur les ressources pétrolières, parce qu'on n'a plus besoin de pétrole pour faire du plastique. D'accord. C'est une solution. Je préférerais presque qu'on utilise le plastique recyclé. C'est un moyen de lutter contre tous les déchets plastiques. Et puis en plus, il y a certains plastiques, vous savez, où c'est du recyclage. Comment dire, c'est pas du recyclage chimique comme le PVC par exemple, mais c'est en gros du recyclage. On broie et on fond la matière pour produire des nouveaux matériaux. Donc il y a beaucoup de fabricants d'imprimantes qui utilisent les anciens carters de leurs anciennes imprimantes pour fabriquer des nouveaux carters avec des plastiques 100% recyclés, hein, parce que c'est ça, ou alors les mêmes dans cartouches d'encre qui recyclent des fois pour faire les carters des machines. Après, il peut y avoir des initiatives avec des agropolymères. Bon, est-ce que ça en fait une imprimante qui se différencie des autres? Oui, si c'est du plastique vierge, issu de la pétrochimie. Maintenant, si c'est effectivement
rivaliser avec un plastique recyclé, je ne suis pas certain que le bilan soit meilleur. Hein, parce que quand on parle de l'amidon de maïs, je ne parle pas de la fécule de pomme de terre, mais prenez l'amidon de maïs. Pour produire de l'amidon de maïs, d'abord, il faut qu'il soit lisse, d'accord. Il faut beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'insecticides, de pesticides, etc. Quand vous faites le bilan, est-ce que c'est bon? Je n'en sais rien. Enfin, je veux dire, les plastiques biosourcés mettent autant de temps à se dégrader dans l'environnement que les plastiques classiques. Ils n'auront jamais la capacité. Enfin, il y en a certains agropolymères qui sont réputés comme biodégradables. Mais tout est biodégradable, hein, c'est une question de temps. Oui, mais ils mettent autant de temps. Et après, il faut faire attention aussi aux substances, les additifs qu'ils vont mettre dedans aussi. Parce que la matière en elle-même peut être vertueuse, mais effectivement, si pour donner un aspect, parce que si vous regardez les photocopieurs d'éco, ils sont tous blancs. Hein. Donc, à un moment donné, ils mettent des additifs pour teinter dans la masse. Et ces additifs ne sont peut-être pas forcément biodégradables, mais tout au moins, s'ils se dégradent dans la nature, ils pourraient avoir effectivement un impact s'ils sont issus de la chimie. Quoi. Donc, faites attention avec ces solutions de ouais, alors moi j'ai ça. Si on les écoute, ils ont tous quelque chose de formidable. Après, c'est mieux qu'un plastique vierge, hein, c'est clair, mais bon, je préfère encore quelqu'un qui me dit bah, moi, tous mes vieux photocopieurs, mes vieilles imprimantes, je récupère les caractères, je les recycle. Je recycle la matière, c'est du broyage, donc ça a moins d'impact qu'autre chose. Alors, il y a eu à un moment donné des systèmes d'impression à base de cire aussi. Il n'y avait pas d'encre, c'était des pains de cire. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Xerox qui faisait ça. C'était des pains de cire, donc vous aviez vos 4 couleurs, hein, c'était de la quadrichromie, il y avait 4 pains de cire. Et en fait, bah, ça chauffait la cire et ça diffusait. C'est une méthode aussi. Alors, est-ce que l'impact est intéressant ou pas? Il faudrait faire vraiment des analyses de cycle de vie après des matériels. C'est déjà assez compliqué. Hein. Alors, si on a acheté des systèmes d'impression qui soient neufs ou reconditionnés, il y a une chose relativement importante aussi, et l'analyse de marché va nous permettre de ça, on l'a vu la semaine dernière, c'est d'identifier justement les référentiels sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour essayer de définir effectivement des exigences qui sont relativement pertinentes. Je vous rappelle que tous ces référentiels, enfin pour la plupart, pardon, je ne vais pas dire tous, la plupart de ces référentiels, c'est-à-dire ceux que vous avez ici, là, déjà, donc l'écolabel, pour ceux qui sont à distance, qui ne voient pas ce que je montre, il y a l'écolabel européen, le TCO, l'ange bleu, donc ce qui est juste sous IPIT en fait, et le Nordic Swan qui est au-dessous de l'Energy Star, qui sont des labels de type 1. D'accord, donc qui ont été conçus par un réseau d'experts, qui est basé sur une expertise et surtout, c'est un organisme tierce indépendant qui va affirmer que le matériel est bien conforme à l'ensemble du cahier des charges qui a été établi par la commission normative qui a élaboré ce label-là. D'accord. L'Energy Star, c'est aussi un label reconnu au niveau de la Commission européenne. Par contre, c'est une initiative américaine au départ, et c'est du monocritère. C'est uniquement basé sur la consommation d'énergie de votre appareil. C'est du monocritère, alors que les autres, on est plutôt sur des critères sur tout le cycle de vie du matériel. IPIT, c'est une initiative intéressante. Elle est américaine. C'est un référentiel, en fait, où il y a une série d'exigences. Alors, il y a 23 exigences fermes auxquelles doivent répondre les matériels pour pouvoir prétendre à cette validation IPIT. Mais vous verrez, quand vous voyez ce référentiel, vous avez 3 niveaux. Bronze, or, argent. Non, bronze, argent, or, c'est mis dans ce sens-là. Bronze, argent, or. Et en fait, vous avez, au-delà de ces 23 critères, je crois que c'est 28 critères supplémentaires. Et quand vous avez atteint un certain nombre de ces critères supplémentaires, vous passez au bronze, puis après à l'argent. Puis si vous avez rempli tous les critères, vous êtes à l'or. Et ça, vous le retrouvez sur des ordinateurs, sur des imprimantes, etc. C'est un référentiel qui est intéressant à regarder. Alors, toutes les machines du marché ne sont pas certifiées IPIT, mais quand vous avez cette indication, c'est un très bon indicateur. Alors, à la FNOR, on travaille sur des référentiels sur le réemploi, le reconditionné, le recyclable et pour l'instant, on n'a pas travaillé sur beaucoup de familles d'achat et pas encore vraiment sur les B3E, mais on a ça à l'esprit, c'est pour ça que je vous en parle. Et surtout, vous avez, pour certains matériels, et notamment par exemple les ordinateurs portables,
les machines à laver et autres. Hein. On est sur des équipements électriques et électroniques. Vous avez ce fameux indice de réparabilité qui arrive aujourd'hui. Et cet indice de réparabilité se base sur différents critères, hein, la disponibilité des pièces détachées, l'existence d'un service après-vente, la facilité de réparer, l'information technique également qui vous permettre de réparer, etc. Et donc, quand vous répondez à tous les critères en fonction des points, eh bien, vous avez une note qui va de 0 à 10. Et vous voyez que vous pouvez avoir différents niveau. Donc, ça, c'est un critère intéressant quand vous achetez un ordinateur portable, de demander l'indice de réparabilité. Et peut-être, alors, soit d'imposer un indice, par exemple, supérieur à 6, hein, c'est-à-dire on voudrait à minima un indice de réparabilité à 6, et puis après de valoriser ceux qui ont un indice encore meilleur par un critère d'attribution. Ou alors, demander l'indice et puis d'avoir un critère d'attribution, mais généralement, ça a moins d'incidence que si on fixe un. Ces indices de réparabilité, par exemple, si c'est au-dessus de 6, ça veut dire est-ce que c'est par rapport à un pourcentage de l'ordinateur de la matière? Enfin, je veux dire, ça veut dire que peut être réparé. Cette numérotation, elle correspond à quoi finalement? Alors, plus mon indice est fort, plus on peut réparer. Plus on peut réparer. Je prends l'exemple dans la téléphonie. N'importe quel téléphone, quand il y a un Mac, un Apple, pardon, un Samsung, etc., c'est pareil. Ça va vous casser un écran, ça vous coûte 80 euros, 90 euros, parce qu'on peut faire ça vous-même. D'accord, voilà. Vous avez une marque qui s'appelle Fairphone. Je ne sais pas si vous connaissez. Fairphone, c'est une marque suédoise de mémoire. Dans le pays scandinave, suédoise. Je pense que c'est suédois. Bon, peu importe. Fairphone, c'est un téléphone qui se démonte complètement. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Hein. Vous avez pas une petite vis et vous démontez toutes les pièces. Toutes les pièces sont disponibles chez Fairphone. Et vous avez exactement toutes les notices qui vont vous permettre, alors vous voulez changer votre écran, et vous envoie un écran, vous avez toute la notice pour changer votre écran, etc. Et ça, la durée de vie de ces appareils est beaucoup plus longue. Évidemment, parce qu'on peut arriver à les réparer correctement. Donc, vous prenez Fairphone, sur la permitté qui est relativement élevé. Alors qu'Apple, vous allez avoir relativement bas. Sinon, pour tout ce qui est nouvelles, lesquelles vous conseillez? Parce que justement, des fois, on est un peu perdu. Alors, soit on voit même dans les marchés qu'il y en a plusieurs qui sont balancés. Lesquelles? Parce qu'on ne va pas en mettre 10. Travailler avec un écolabel, ça peut être très simple comme ça peut être très compliqué. Je vais essayer de l'expliquer. Si vous achetez des fournitures de bureau ou des produits d'entretien, et vous demandez à ce que ces produits répondent aux exigences d'un écolabel. Vous savez que dans les marchés, les règles de la commande publique, vous ne pouvez pas imposer un écolabel, il y a toujours une notion d'équivalence. Hein, si je voudrais un matériel ou un produit qui répond à l'exigence de cet écolabel ou équivalent. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui aurait un matériel qui répond aux exigences du label sans pour autant être titulaire de l'écolabel pourrait, dans les éléments de preuve, vous apporter des moyens de preuve pour vous dire, vous voyez, mon appareil, il répond à tous ces critères-là. Sauf que c'est qu'il y a des charges, généralement, qui sont élevées, c'est très technique, d'accord? Et c'est déjà très compliqué pour un expert d'aller voir la conformité du produit au label. Si pour un acheteur, c'est hyper bon. Vous allez vous retrouver avec une masse d'informations très techniques et arriver à dire, ah ouais, ça va être très compliqué. Donc, en règle générale, quand on est sur des produits courants, fournitures de bureau, etc., on se tourne généralement vers quelques vendeurs. Le revendeur, lui, il a la charge de la preuve. Si vous lui demandez que ces produits répondent à un écolabel, il ne va pas aller se coltiner la recherche de toutes les preuves qui va vous dire, regardez, le petit stylo, vous avez acheté combien, son environnement. Non, il ne le fera pas. Lui, il va sélectionner parmi ses fournisseurs des produits qui sont titulaires à l'écolabel et vous enverront le certificat. Donc là, c'est simple. Vous demandez ça, vous êtes sûr d'avoir des produits certifiés avec des labels et autres, il n'y en a pas un qui va les s'embêter. Maintenant, quand on achète des matériels informatiques, des ordinateurs, on a une grosse structure. Hein. Imaginez l'État qui décide d'acheter, de renouveler tout le parc des acheteurs publics, enfin, des fonctionnaires, ils vont lancer un marché considérable. Là, les marques vont essayer de se positionner sur le marché.
Et là, les marques vont essayer effectivement de vous démontrer, s'ils ne sont pas titulaires de l'écolabel, que le produit qu'ils vont vous proposer répond à toutes ces exigences-là. Sauf que là, c'est là où vous allez vous retrouver avec tous les modes de preuve à analyser. J'ai eu de vos collègues de la SNCF il y a quelques années, il y a 5 ans à cause de ça. La chaîne d'immobilier de bureau, c'est basé sur le NF Environnement qui existe dans le domaine effectivement du mobilier de bureau. Sauf que c'était quand ils ont déménagé de la rue Traversière à Saint-Denis, là, ils changeaient tout mobilier, c'était un marché gigantesque, et le fabricant de meubles répondait directement. Donc ceux qui avaient l'écolabel, c'est facile, mais tous les autres sont arrivés avec des modes de preuve techniques pour démontrer que leur produit répondait bien à l'écolabel. Elle s'est retrouvée dans un laps de temps très court, parce qu'elle avait donné son marché, eh bien, elle s'est retrouvée avec 4000 modes de preuve à analyser sur un temps très court. Elle a fait un burn-out. C'est assez compliqué. Donc, par contre, pourquoi ils sont importants, ces écolabels? C'est que vous verrez, un exemple, vous achetez un compresseur de chantier. Compresseur de chantier, vous avez le Nordic Swan, l'écolabel du pays scandinave, qui a un cahier des charges sur l'achat de compresseur de chantier écologique. Là, au lieu d'aller demander à ce que le compresseur de chantier réponde aux exigences que vous retrouvez dans le cas où tout le monde va vous amener une note de preuve comme ça et que vous allez vous y perdre, vous pouvez très bien consulter ces cahiers des charges, prendre 1, 2, 3 critères qui vous semblent essentiels au regard du travail d'analyse des risques que vous avez fait et fixer ça comme exigence, extraire ces exigences du cahier des charges pour les intégrer dans votre propre cahier des charges et demander à ce que le matériel réponde à ça. Je prends l'exemple du papier. Si vous regardez le cahier des charges de l'écolabel européen sur les ramètres de papier, c'est 96 pages de critères publiés au journal officiel. On ne va pas mettre 96 pages de critères. On va les sortir, les 3-4 critères. Par exemple, pour s'assurer que le produit, le papier, est issu de forêts gérées durablement ou qu'il est à partir de fibres recyclées. On va peut-être bannir la présence d'azurant optique ou de dérivés chlorés dans le papier. Et puis voilà, peut-être que les exigences, ça suffit déjà d'avoir au moins ces 2 exigences. Les modes de preuve vont porter sur 2 critères. C'est gérable. Donc, pour les ordinateurs, c'est un peu ce que je vous conseille parce que vous avez, par exemple, l'écolabel européen qui existe pour les ordinateurs. Il est très bien fait d'ailleurs. Sauf que si vous faites une analyse de marché et que vous vérifiez le nombre de titulaires de ce label, il y en a 0. Pas parce que les ordinateurs ne répondent pas, c'est que simplement la procédure pour être labellisée est très longue. Or, la durée de vie de ces matériels est très courte. Donc, le fabricant qui sort un nouveau matériel, le temps qu'il le labellise, il est déjà en fin de commercialisation, il a déjà passé par le nouveau matériel. C'est pas après. Ça existe, on a fait ces labels. Sauf que, en fait, l'entreprise certifiée parce que ça va très vite. Contrairement à du mobilier bureau ou à facilement recyclable. Et dans la fourniture de bureau, quand BIC investit sur la certification de ces stylos BIC comme ça, là, eh bien, lui, il est clair que son stylo BIC, il existe depuis des décennies, il existe encore des décennies. Hein. Voilà. Donc, lui, il va pouvoir effectivement s'investir dans une labellisation de son produit. Voilà, mais en tous les cas, ça, ce sont des outils qui sont intéressants pour fixer vos niveaux d'exigence. Alors déjà, quand vous faites l'analyse de marché pour voir s'il y a des acteurs, s'il y a déjà effectivement des marques intéressantes. Alors, TCO certifié, là, c'est suédois aussi, c'est très intéressant parce que je crois que c'est le seul organisme qui a un cahier des charges sur la téléphonie, sur les téléphones portables. Donc, ça pourrait, si vous lancez un marché sur la téléphonie, eh bien, vous inspirez par exemple des TCO pour fixer le niveau d'exigence. Mais encore une fois, en allant chercher les 3-4 critères qui nous semblent essentiels. En règle générale, ces référentiels sont souvent bien établis. Hein, c'est-à-dire qu'on voit les critères prioritaires au départ et puis après, on plonge les critères secondaires. Alors, excuse-moi, je m'interroge sur la possibilité du coup de faire exactement comme vous dites et de mettre en critère quand même valoriser s'il y a un écolier. Parce que je ne suis pas sûre que pour le critère, on ait besoin de mettre tout l'équivalent. Mais alors peut-être que je me trompe. Non, si vous mettez le critère, vous n'avez pas besoin de citer l'équivalent. C'est simplement qu'il vous démontre que, alors, le fait qu'il soit certifié est un mode de preuve incontestable, puisque ça fait partie des critères du label. S'il a le label, c'est qu'il répond forcément à ce critère-là. Par contre, s'il n'a pas de critère, il pourrait vous apporter une preuve technique que vous êtes travaillé sur 2-3 critères. C'est déjà bien suffisant. Hein, si vous avez déjà une quinzaine de personnes qui répondent au marché.
hein, il y a déjà du travail à faire pour analyser toutes les offres. Donc, voilà, c'est pour ça il faut se concentrer sur les critères où il y a le plus de risques. D'où l'intérêt de faire cette analyse de risque au moment de la construction de notre stratégie d'achat. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Vous, quelle carrière? On va essayer d'identifier les enjeux environnementaux d'une imprimante sur la phase de fabrication. On inclura dans cette phase, j'ai pris un truc un peu simpliste, mais on intégrera aussi tout ce qui est matière première à ce niveau-là. Sur les phases de transport, sur l'installation, sur l'utilisation et sur la fin de vie du matériel. On va essayer de déterminer, alors on va se concentrer sur les enjeux environnementaux, hein, puisque c'est le thème de ce programme, hein, enjeux environnementaux et de l'économie circulaire. Hein. On se focalise un petit peu là-dessus, parce que, bon, on peut dire, il y a aussi, surtout sur les composants électroniques, on sait très bien qu'il peut y avoir d'exploitation certaines minorités dans des mines de cobalt, il peut y avoir du travail des enfants, il peut y avoir un tas de choses, hein, des types de mobilité complètement bafoués par des entreprises et autres. Ça, on sait. OK. Il y a d'ailleurs un guide qui est très bien fait à la DAE pour intégrer justement des clauses relatives aux droits humains dans la commande publique. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez le consulter, qui est relativement bien fait. Là, on va vraiment se concentrer sur la partie environnement. D'accord? Donc, on va prendre étape par étape du cycle de vie et on va lister quels peuvent être les risques, les enjeux relativement importants au niveau de l'achat d'une imprimante. On part sur l'imprimante neuve. Oui. On va partir sur l'imprimante neuve. Ah oui. Ça me berceau. Oui, c'est pas du. Oui, on n'est pas de problème. Alors, on va commencer par la première étape, donc fabrication. Alors, matière première, fabrication, je vais mettre. Hein. Nice. Qu'est-ce qu'il faut y avoir? Les problèmes. On va s'intéresser déjà aux matières premières. L'approvisionnement. Donc, en fait, on va avoir des pressions très fortes sur certaines matières premières, notamment les terres rares. Plastique aussi. Alors, pression sur les ressources naturelles. OK. Ça, c'est un premier risque possible. Entraîner des pénuries. La fabrication sur la fabrication elle-même, en fonction de l'endroit où c'est fabriqué. On va rester, si vous voulez bien, sur les matières premières. On va faire cette fabrication. Les matières premières, L'approvisionnement. c'est l'extraction minière. L'extraction minière, ça veut dire à un moment donné que. Le transport aussi. Alors, il peut déjà y avoir des atteintes à la biodiversité. Parce qu'une mine, je suis désolé, mais soit une mine à ciel ouvert ou pas, creuse, détruit. Il va falloir enlever les arbres qui sont autour, donc déforestation, pour pouvoir creuser notre mine. Donc, il y a les atteintes à la biodiversité. Alors, Et on part sur l'imprimante qui est totalement. En plus d'être neuve, il n'intègre pas de matériaux recyclés. au départ, quand on fait ce travail-là, il faut toujours se mettre dans la solution la plus pessimiste. On est en train d'aller chercher les risques bruts, c'est-à-dire les risques vraiment qui sont potentiellement vrais sur l'achat d'une imprimante. Parce que si on se focalise, ça veut dire qu'on a déjà une orientation de nos besoins. Le fait d'aller chercher un produit reconditionné ou d'aller chercher un produit à base de fécule de pommes de terre,
C'est un moyen, par exemple, de pallier à cette ressource-là. D'accord? Donc, c'est la solution à notre problème. Dans un premier temps, avant de chercher les solutions, on va lister les problèmes. Il faut savoir déjà sur quel problème on va se concentrer. Parce que vous verrez que quand on aura fini de travailler sur les 5 trucs, on aura une liste, on va passer sur une deuxième feuille. Et à un moment donné, il faut rester, je veux dire, cohérent. Vous n'êtes pas une armée, il n'y a pas une armée derrière vous pour vous aider. Hein. L'acheteur, il se retrouve souvent seul à gérer son problème derrière après, une fois que le marché est lancé et autres. Donc, à un moment donné, et ça, c'est une des premières recommandations de la norme ISO 20400, il faut définir ses priorités et se concentrer sur ses priorités. D'accord? Donc, pression sur les ressources naturelles, atteinte à la biodiversité. Des effets de gaz à serre avec le transport, l'approvisionnement. Donc, des GES, des gaz à effet de serre, effectivement. Alors déjà, quand vous faites des pressions sur les ressources, si vous êtes obligé de déforester, il va y avoir une libération de ces gaz à effet de serre. Il peut y avoir aussi des émissions aussi de méthane quand vous allez commencer à creuser, etc. Vous allez retrouver, en fait, voilà, il peut y avoir beaucoup de gaz à effet de serre. Les mines nécessitent beaucoup d'énergie aussi. Donc, il va falloir également aller chercher la fabrication, la production de cette énergie va générer des gaz à effet de serre. Il y a des consommations d'eau aussi, parce que la plupart du temps, quand vous êtes séparer le minerai, il va falloir à un moment donné avoir des trucs. Alors, il y a des produits chimiques. Hein. D'abord, la consommation d'eau. L'eau, plus énergie, hein, je vais mettre ce qui génère le génie. Excusez-moi, j'ai pris mal, hein, mais il va falloir vous y faire. Consomme eau plus énergie. Il y a plein de pollutions. Vous avez, ce qui se passe aujourd'hui, il y a de moins en moins de ressources naturelles. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ces ressources naturelles, déjà, sont beaucoup plus compliquées à extraire. Il faut les chercher de plus en plus loin. D'accord? Et puis surtout, la teneur dans les minerais de ce que l'on cherche, elle est de plus en plus faible. Il y a quelques années, par exemple, le cuivre, ça représentait, je ne sais pas, 5, 6, 7% quand vous aviez un minerai de cuivre, vous allez récupérer 5, 6% de matière, vraiment de cuivre dans ce que vous allez sortir. D'accord? Aujourd'hui, dans la roche, la concentration de cuivre est beaucoup plus faible parce que tous les filons qui étaient très riches en cuivre ont été exploités. Hein. Maintenant, on a toujours besoin de cuivre et de plus en plus de cuivre, donc on va chercher de plus en plus loin et ce qu'on va sortir en plus, c'est un niveau de concentration de la matière qu'on recherche beaucoup plus faible qu'auparavant. Donc, quelque part, tout ça, ça va générer des pollutions parce qu'on utilise en plus beaucoup de produits chimiques pour extraire cette matière de la roche. D'accord? Donc, ça va générer des pollutions parce que c'est lié effectivement à l'utilisation de produits chimiques. Donc, des pollutions qui vont être un S parce qu'il y a du sol, de l'eau, aussi de l'air. Et je ne parle pas des pollutions visuelles avec les semaines, la cellulaire, etc., etc. Et donc, il y a des pollutions. Il y a effectivement l'érosion. Alors, on aurait pu, oui, l'érosion, on peut le mettre ici, oui, l'érosion des sols. OK. Sur la fabrication après derrière, on va retrouver des gaz à effet de serre. On va retrouver un petit peu, bon, la pression sur les ressources naturelles, on en a déjà parlé, mais généralement, on va générer des gaz à effet de serre parce que l'usine de fabrication a besoin aussi d'énergie pour fonctionner. Donc, toutes les phases de production, on aura besoin d'eau, d'énergie. Ça va générer des pollutions. Donc, vous voyez, ça se concentre aussi au niveau de la phase de fabrication. Est-ce que vous voyez d'autres risques sur la fabrication? Bon, c'est déjà pas mal. Hein. L'objectif, c'est aussi de comprendre un peu le principe. Transport. Au décourir, vous aviez identifié d'autres risques ou enjeux environnementaux sur la phase matière première et fabrication? Non. Non. Transport.
émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, des gaz à effet de serre. La consommation d'énergie, d'accord, ça, on va retrouver aussi. Pareil, hein, Les emballages. Voilà, donc pression sur les ressources, les emballages. Donc, ressources. Ici, emballage. Alors, c'est vrai qu'en plus, souvent, on va retrouver des emballages très complexes. Hein. C'est des multimatériaux, mais généralement du carton. Sur une imprimante, on va retrouver du polystyrène, des plastiques, hein, des produits de calage, etc. On peut avoir des conditionnements très complexes. Alors, par contre, on aurait pu se dire, tiens, dans les leviers, plus tard, on aurait pu se dire, bah, tiens, on va demander, on nous rendra quand c'est pareil, mais ça peut poser un problème aussi de transport, enfin, je dirais, de casse dans le transport. Et si on est obligé de refaire l'imprimante parce que c'est complètement exposé, obligé d'en faire une, ça ne fait pas forcément. Le l'emballage est important, il y a aussi cette notion de protection, je dirais, du matériel, mais on verra qu'il existe des emballages qui sont peut-être beaucoup moins problématiques que le polystyrène, le plastique et autres. Donc, des pressions sur les ressources, notamment les emballages. Pour le transport, on a fait un peu le tour. Maintenant, on va regarder. Alors, Et atteinte de la biodiversité aussi, avec les points de contenu, etc. Alors, il y a la biodiversité qui est une pollution. Biodiversité. Alors, effectivement, imaginez le transport maritime. Il peut y avoir des collisions avec des cétacés, il peut y avoir des gazages de navires en mer qui vont polluer les massifs coralliens, etc. Il peut y avoir des flux acides liés aux émissions atmosphériques générées par les camions, etc. Ça, oui, il peut y avoir pas mal de sujets là-dessus. OK. Donc, sur la phase, on va rester sur l'installation. Installation, transport, installation, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'installation? Les emballages, je ne sais jamais si c'est primaire ou secondaire, mais c'est déjà très... Donc là, on peut dire effectivement, il y a les déchets d'emballage, la gestion des déchets d'emballage. La nécessité de travaux supplémentaires pour éventuellement installer l'imprimante. Effectivement. Travaux. Ça peut être des travaux électriques, mais ça peut être aussi besoin de recloisonner un espace, etc. L'achat d'une grande poubelle, il faut jeter. Alors, c'est peut-être ce niveau-là où aussi il y aura peut-être la formation du personnel, enfin, la conduite du changement, peut-être. Hein. Alors, c'est pas un risque, puisque c'est déjà une bonne manière, mais c'est un enjeu. Ouais, on va le mettre quand même ici, on va mettre formation, sensibilisation, c'est à ce niveau-là. A priori, c'est aussi des appareils qui dégagent de la chaleur, alors peut-être le lieu où c'est installé. Faire attention. Oui, alors c'est vrai que sur certains. Alors, bon, là, on est sur des imprimantes, mais c'est vrai qu'on serait sur des serveurs, il faudrait peut-être de la climatisation, système de refroidissement, etc. Donc des installations complémentaires. Maintenant, on peut mettre aussi, enfin, il peut y avoir aussi l'installation, dans la phase d'installation, peut-être des onduleurs ou des choses comme ça. Enfin, non, les onduleurs, peut-être pas pour les imprimantes, mais tu sais, quand il y a des protégés, en fait, toutes les données qu'il peut y avoir dedans, maintenant qu'on est sur le numérique avec le. Mais travaux pour installation, donc on va y mettre là-dedans.
Alors, par contre, c'est la phase maintenant, oui, tu as dit qu'on tournait la feuille. C'est de la tourner. Et vous ne verrez pas à la distance, mais je vais continuer à faire là-dessus. L'utilisation, le code d'usage. Donc, de la consommation d'énergie. Les consommables. Les consommables. Oui, d'autres choses. Maintenance. Alors, l'impact de la maintenance, donc ça veut dire impact maintenance, je vais noter. Ça veut dire effectivement déplacement du technicien. Ça veut dire aussi l'utilisation de certains produits et autres. Les livraisons pour les consommables. Les livraisons. Pour l'emballage. Emballage et un recyclage. Donc, emballage. Les consommables. Transport. Et puis l'impact. Hein. Donc, consommation d'énergie, consommable, emballage, transport, impact, etc. Déchets, les déchets. Ça va générer effectivement des déchets. Okay. Vous voyez d'autres choses? Alors, l'encre, ouais, c'est consommable. Le papier, oui, ça reste aussi du consommable. Il y a des émissions d'ozone. Alors, ne demandez pas trop ce que c'est que l'ozone. Mais il y a sur les photocopieurs ou sur les matériels d'imprimantes, il y a des filtres d'ozone. Et ça, effectivement, ça peut être un problème de pollution, mais aussi de santé publique. Et il y a aussi, je sais pas si on considère ça comme consommable, il y a des parties carrément qu'il faut changer. Je dis telle pièce de maintenance. Alors, on va mettre ça. Et les déchets, c'est des grosses pièces. On va mettre donc une case maintenance, on va parler des pièces détachées. Pièces d'usure. Hein. Ils disent par exemple le bac de collecte. Ouais. Je sais plus quoi, le miroir. Une pièce que je ne connaissais pas. Ok, alors, émission ozone. Dès maintenant, on va parler des pièces d'usure. Est-ce qu'ici, on peut mettre les comportements inappropriés, peut-être? Je veux dire, enfin, justement, imprimer alors qu'on avait besoin, ce genre de choses. Parce que pour moi, ça reste un impact. Donc, on va appeler ça la surconsommation. Oui. Surconsommation. Oui. Des copieurs ou des imprimantes? Oui, les grands copieurs. Aujourd'hui, on est sur les multifonctions. Hein, nous, on a oui, il y a les copieurs qui confient à une imprimante. Ok. De scanner. Alors, la consommation d'énergie. La consommation consommable avec toutes les problématiques d'emballage, de transport, etc. Les déchets que ça génère, l'émission d'ozone, la matière, la surconsommation. Le bruit. Ah oui, c'est le bruit. Ça reste à côté de mon studio. On appellera la pollution sonore. Et c'est vrai que quelqu'un qui est à côté d'un appareil où il y a les ventilateurs qui se mettent en route de temps en temps, etc. C'est le bruit de l'impression. Le bruit de l'impression. Qui s'étale, qui discute. Ça enlève du temps de travail si on cumule l'ensemble des agents qui font le trajet pour aller là où c'est centralisé, reviennent. Ah non, ça, c'est bien. Ça, c'est bien de bouger. Ah, oui, ça fait du sport. C'est bien la santé, tout ça. Mais c'est aussi que notre bureau il est à côté, puis que les gens discutent, c'est moins sympa. Ah, faut pas mettre ces gens-là à côté de son bureau. Mais à côté du directeur. Oui, ça va. responsable. Ok, je vais remettre des choses. Et la fin de vie, alors, si on serait un peu sur la fin de vie. Des fois, il y a des. Je sais que comme j'étais à côté du copieur, il y avait, quand ils n'arrivent pas à changer les cartouches, ils les mettent partout. En plus, c'est cancérigène. Donc, on va parler des pollutions. Et puis, vous avez raison, on va parler des
COV, composés organiques volatiles. Donc, en fait, ce sont toutes des, soit des huiles ou alors des gaz, en fait, qui sont libérés, justement, dans le tonnerre, vous avez énormément de composés organiques volatiles. Et ce tonnerre photocopieur, qui est relativement fin, va pouvoir effectivement se répandre un petit peu dans l'air. Donc, ça veut dire une pollution intérieure. On ne risque pas de polluer les sols, on ne risque pas de polluer l'eau avec notre photocopieur, mais il peut y avoir une pollution de l'air intérieur. D'où la prise en compte sur les travaux. L'espace ventilé. Voilà, il faut que l'espace effectivement soit ventilé et autres. On l'a vu tout à l'heure. Travaux pour installation, ventilation, je vais mettre tout ça. OK. Mot décloué, vous avez d'autres choses là sur la phase d'utilisation? Sur les pièces détachées, justement, savoir si c'est des pièces neuves ou des pièces d'occasion. Ouais. Alors, je dis oui, mais parce que ce qui est intéressant, c'est alors le risque, c'est l'obsolescence du matériel. Programmé ou pas, mais en tous les cas, l'obsolescence. Un risque en phase d'utilisation que le matériel ne marche pas et qu'on soit obligé de changer des pièces régulièrement. Donc après, effectivement, de se poser la question si ce sont des pièces neuves ou reconditionnées, ça va être dans nos exigences. On va pouvoir peut-être l'imposer ou tout au moins choisir ce que l'on voudrait comme type de pièce. Par contre, là, vous avez raison, vous pouvez penser qu'il y a ce problème d'obsolescence. L'obsolescence, c'est un vrai problème. Alors, jusqu'à présent, on était victime d'obsolescence programmée parce que les fabricants étaient très doués pour fabriquer des machines qui étaient programmées pour qu'on en prenne juste après les durées de garantie. Maintenant, c'est interdit. Vous avez le souci de la réparabilité des matériels. Mais on sait qu'on a encore des parcs avec des matériels qui peuvent tomber en panne régulièrement. Mais l'obsolescence, je dois mal l'écrire. Comme vous regardez dans l'affichage. Oui. Alors, obsolescence, panne des matériels, ce qui va nécessiter justement de la maintenance. Et d'autres comme risque. On a parlé de la pollution sonore, on a parlé de l'obsolescence, des composants organiques volatiles, des émissions d'ozone, la maintenance. Alors, des gaz à effet de serre, bien sûr, puisqu'on va consommer de l'énergie. On consomme plus de gaz à effet de serre liés à cette consommation. Voilà, déjà pas mal. Et on va donc sur la fin de vie maintenant. Et le transport. Je regarde sur ma fabrication. Réseau de substances dangereuses. On n'a pas parlé de la une loi, la airwashing, c'est lourd, mais il peut y avoir effectivement des métaux lourds, mais plutôt lourds, plus substances préoccupantes. On a déjà un déchet réputé D3E, déchet de l'équipement électrique et électronique. Ça va nécessiter effectivement des précautions particulières dans la gestion en fin de vie. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas jeter le produit n'importe où. Donc, il va falloir prendre ça en considération. Un contrat avec un organisme de collecte ou alors Pour les sociétés. Après, on a plusieurs possibilités. Soit on a un marché parallèle sur les D3E,
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des organisations, par exemple, du secteur adapté protégé, l'insertion, etc., comme l'économie sociale et solidaire, qui peuvent, les entreprises, enfin, toutes l'économie sociale et solidaire qui peuvent intervenir, par exemple, mais on pourrait demander aussi aux fournisseurs de prendre qu'il assume la reprise de son matériel. Il va bien ne pas oublier ce problème de données personnelles. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il peut y avoir aussi peut-être la possibilité de donner ces matériels à des associations, par exemple, qui sont sur nos territoires. Mais là aussi, attention, parce qu'il y a d'abord un transfert de la responsabilité, puis il y a aussi ces données personnelles. S'il n'y a personne qui peut vous garantir qu'il n'y aura pas de problème avec les données personnelles, parce que là, le matériel va être utilisé, donc il faut accéder à certains fichiers qui sont encore. Parce que depuis qu'on a des imprimantes maintenant avec numérique, il y a une mémoire. Hein. Donc, vos documents, ils restent des fois sur la mémoire tampon de votre imprimante. C'est un peu comme un ordinateur. Donc, attention sur ce type de matériel. Quand on donne le matériel, de bien gérer ce problème-là. Donc, de toute façon, ces déchets, hein, ça génère des pollutions. Il faut dépolluer en tout cas le matériel. Ça nécessite de l'énergie, il y a toujours des gaz à effet de serre, etc. Il y aura des transports de notre matériel. Et c'est là où on va essayer, nous, dans notre stratégie d'achat, de voir comment ces déchets peuvent être gérés le mieux possible et surtout puissent être valorisés derrière. Parce que justement, ils peuvent être reconditionnés, on peut proposer une seconde vie de ce matériel. C'est vrai que depuis qu'on a mis en place la D3E, normalement, il y a des filières qui sont censées exister, qui prennent en charge ce matériel. Alors, ça se passe bien de temps en temps. Mais sachez quand même qu'il y a beaucoup de matériel. Vous savez, il y a un tri de ces matériels, et puis il y en a qui sont affichés Second Life. Hein, donc, seconde vie, ils sont mis dans des containers, ils sont envoyés dans des pays un peu low cost, et ces matériels sont récupérés. Sont mis en décharge ou récupérés et ils sont des fois traités hors site hein, par des petits-enfants qui vont aller récupérer les métaux précieux qu'il y a dans les appareils. Hein. Donc, ils vont les installer à des cartels, ils les brûlent, ils vont chercher dans les cartes mémoire, dans les circuits électroniques, toute la matière première qu'ils peuvent valoriser, enfin qu'ils peuvent revendre sur certains marchés. Donc, le problème n'est pas résolu hein, malgré ces filières D3E qui sont mises en place. Il y a peut-être un contrôle à faire. Si vous regardez sur Internet les rapports qui sont faits là-dessus, il y a quand même beaucoup de matériel qui sont encore expédiés comme ça. On les affiche en fait comme seconde vie. Et quand on ouvre les containers, dans l'instant, il n'y a même plus d'écran, il n'y a plus rien en fait. Ils sont complètement foutus. Et le fait de les mettre en seconde vie, ça permet de les expédier. Quoi. On ne les fait pas sur place, on les envoie là-bas. C'est bien que vous évoquiez cette partie-là parce qu'on retrouve cette problématique-là sur la partie fabrication. On est sur les critères environnementaux, mais on va chercher des fois dans des pays qui vont envoyer des matières premières, certaines matières premières, où c'est des petits enfants qui vont travailler sur l'extraction, par exemple. Ouais, tout à fait. Quand on sait, par exemple, que la plupart du cobalt qu'on achète, on a besoin de cobalt hein, pour faire ces matériels-là, c'est produit à la République démocratique du Congo, et que 80% du cobalt qui est produit au Congo, c'est dans des mines clandestines qui exploitent des petits enfants et des populations vulnérables. À partir du moment où vous achetez un produit comme ça, c'est indirectement, on peut presque dire qu'on cautionne ce genre de pratique. Le problème, c'est qu'on n'a pas bien parlé. On a tous besoin d'ordinateurs et de téléphones. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un fabricant mieux que l'autre. Alors, s'il y a Fairphone hein, dans la téléphonie, hein, allez sur leur site, vous allez voir tout ce qu'ils font, c'est intéressant. Oui, alors, je ne sais pas d'action chez eux. Hein, mais... Pour le téléphone, c'est quand même plus vertueux que le conditionné. Donc, conditionné, oui, avec des boîtes comme Black Market, maintenant, enfin, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui offrent maintenant ces prestations d'appareils reconditionnés. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, un parc de matériel d'ordinateur, bon, nous, on vend les appareils à la norme des contrats de 3 ans, 4 ans. 3-4 ans, les appareils ils fonctionnent super bien. Quoi. Alors, je ne sais pas si on les loue. Non, on ne doit pas les louer. On ne doit pas les louer parce qu'on a la possibilité d'en racheter.
à titre personnel, on peut faire une demande pour acheter un ordinateur. Ce n'est pas forcément le sien, mais je pense qu'on en est propriétaire. Mais bon, Ils sont hollandais, Fairphone. Fairphone hollandais. Merci. Est-ce que sur ces parties-là, vous avez des choses à rajouter? Je pense qu'en creusant encore, on peut par là. Dès que l'objectif de cet atelier, c'est qu'on arrive à la fin à avoir une espèce de closier à intégrer dans les outils disponibles sur le site de Maximilien et qui pourront vous aider. Ce closier doit concerner les équipements électriques et électroniques en général. Là, on a fait des exemples d'ordinateurs, d'imprimantes, etc. Donc moi, ce que je ferai, là, c'était pour que vous compreniez, parce que l'objectif, c'est de vous donner des outils, certes, mais aussi de comprendre un peu la méthode, comment on travaille là-dessus. Donc, ce que je ferai, moi, c'est que je vais reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit et regarder pour essayer d'être sur des risques un peu génériques sur l'ensemble des équipements électriques et électroniques. La prochaine fois, on fera le travail où on va aller chercher effectivement les leviers, donc les exigences qu'on va pouvoir mettre en face de chacun de ces risques. Mais avant tout, il va falloir les prioriser, ces risques-là, parce que vous voyez que la liste est quand même longue, c'est du mal des choses. On ne pourra pas travailler sur tout. Donc, il va falloir simplement qu'on priorise un petit peu les choses. Alors, toujours dans cette notion d'analyse de risque, il va falloir déterminer hiérarchiser ça, il va falloir déterminer la criticité d'un risque. La criticité d'un risque, qu'est-ce que c'est? C'est la confrontation d'une probabilité que ce risque existe et de l'impact, je dirais, donc de la gravité de ce risque sur l'environnement. D'accord? Bien comprendre, je sors complètement des achats responsables. Il faut bien comprendre cette notion de criticité. Prenez par exemple une centrale nucléaire. Aujourd'hui, on connaît les effets, conséquences d'une centrale nucléaire qui exploserait. D'accord? On a vu l'exemple avec Tchernobyl, avec Fukushima, etc. Pourquoi aujourd'hui on habite en France avec autant de centrales nucléaires? Tout simplement parce que vous avez dit, il est très présent de voir que ça risque rien. D'accord? On arrive à vivre avec un risque très très grave. Parce que la probabilité, elle est 60% quasi nulle. Bon. Si on nous avait dit que nos centrales nucléaires avaient une chance sur deux de péter avant la fin de l'année, je ne crois pas qu'on serait pro-nucléaire comme on est en France. Donc aujourd'hui, donc, il va falloir regarder un petit peu quelle est la criticité de ce risque et de se dire est-ce que c'est fortement probable ou pas. D'accord? Donc, il faut reprendre les éléments qu'on a vus évidemment. Donc, on peut faire quelques exemples, on ne va pas tout faire, mais par exemple, on a vu en phase d'utilisation, je tombe dessus tout de suite, consommation d'énergie et gaz à effet de serre. À part si vous avez mis un pédalier, vous avez branché sur une dynamo au photocopieur, oui, ça va consommer de l'énergie. Ça, c'est fortement probable. Est-ce que c'est grave? Un peu quand même. Hein. Donc, il va falloir travailler sur la consommation d'énergie. C'est quelque chose de fortement probable. Hein. Si je regarde ma probabilité de consommation d'énergie d'une imprimante, je ne connais pas d'imprimante encore solaire, moi. Enfin, je sais pas, mais... Donc, ça veut dire que ça consomme de l'énergie. D'accord? C'est fortement probable. Donc, on est à ce niveau-là. Est-ce que c'est grave, la consommation d'énergie? Un peu quand même, hein, quand on voit d'abord ce qu'elle coûte et puis la pénurie. Hein, donc, on va se retrouver effectivement avec un enjeu qui arrive sur une zone où il va falloir le mettre sous contrôle. Hein. Si je continue, je prends par exemple, alors prenons l'exemple des émissions d'ozone. Qui sait ce que c'est qu'une émission d'ozone? Donc, ça ne va pas être très grave. Non, je sais qu'il y a les filtres d'ozone. Il faudrait que je regarde parce qu'on a travaillé là-dessus, mais ça remonte un petit peu. J'ai plus d'informations en tête. Ça peut générer des problèmes effectivement de pollution, mais surtout de santé publique. Donc, ça pourrait effectivement être grave, mais c'est pas un niveau. On n'est pas sur des composés organiques volatiles ou des choses comme ça. Alors, la probabilité, elle est forte, certes, mais la gravité est beaucoup moins forte. Bon. Mais je reviendrai dessus. La semaine prochaine, je vérifierai cette information. Le bruit,
Le bruit, est-ce que c'est probable qu'une imprimante fasse du bruit? Est-ce que c'est grave? Oui. Ça peut l'être. Hein. Pour les personnes qui sont à côté, C'est ennuyeux. pour la personne qui est à côté. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Pour la personne qui est à côté. Pour la personne qui est à côté. Ça s'est amélioré. En fait. Je voulais dire. Et en fait, ça s'est amélioré. Oui, c'est amélioré. C'est amélioré. Non, mais on pourra avoir, par exemple, un critère d'émission sur un critère d'attribution basé sur le niveau, voilà, sur les décibels de l'imprimante en mode veille, en mode fonctionnement. Quoi. Et au bout de combien de temps je le mets en veille et voilà. Il fait moins de bruit. Si je prends, par exemple, alors, on a parlé tout à l'heure de pression sur les ressources naturelles en termes de matières premières et de fabrication. Est-ce que c'est grave? Bah oui, il y a une pénurie de ces matières premières. Aujourd'hui, on rentre dans une transition écologique qui va nécessiter énormément de ces matières premières. On a de lithium, on a besoin de cobalt, on a besoin de cuivre, on a besoin d'or, d'argent, etc. Or, on a des ressources qui s'amenuisent de plus en plus vite. Donc, il va falloir qu'on travaille là-dessus. D'accord? Donc, c'est effectivement fortement probable. Hein, les chiffres le font d'eux-mêmes. Hein, quand on voit aujourd'hui la raréfaction des ressources, c'est un vrai problème. Et puis, indirectement aussi, le fait de travailler sur les ressources, on travaille aussi sur toutes les pollutions derrière qui découlent de l'extraction de ces ressources-là. Hein, si effectivement on passe sur du reconditionné, qu'on a plus besoin d'extraire la matière première, et bien tout ce qu'on avait vu, les pollutions, l'érosion des sols, etc., ben ça au moins. Donc, voilà, on traite doublement le problème en fait. Hein. Il y avait les métaux lourds et les substances préoccupantes à l'intérieur du matériel. Ça peut être effectivement un problème de santé publique et un problème aussi environnemental. On a la directive ROHS qui cadre des choses. Maintenant, ROHS, c'est la restriction de certaines substances. Ce n'est pas l'élimination totale. Vous savez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a minimisé la présence de ces métaux, de ces métaux lourds, par rapport au poids massif des machines. On dit que ça ne doit pas dépasser 0,01% du poids total de la machine. D'accord ? Quand la ROHS est arrivée, dans les années 2000, j'étais encore dans le domaine du photocopieur. On n'avait pas compris qu'on avait des fiches techniques de matériel où le matériel il avait plus 2 kilos. Moi, c'était le même. Il avait plus 2 kilos. En fait, on avait alourdi le poids des machines pour passer les seuils. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de restriction des trucs, mais quand c'était un pourcentage, en augmentant le poids des machines, voilà. Donc on a eu à un moment donné ce passage de certaines gammes qui étaient à cheval avec la rentrée de cette législation, où on a vu les matériels s'alourdir. Donc en fait, ils mettaient des châssis beaucoup plus lourds pour essayer de compenser et que ça passe dans le cadre de la réglementation. Donc vous voyez que c'est une restriction de ces matières premières, ce n'est pas une élimination. Donc on pourrait l'intégrer des critères pour bannir la présence de certains métaux lourds, mais bon, il faut voir aussi ce qui est possible ou pas possible. Mais ça, on le définira la prochaine fois. OK. On peut parler des emballages. Les emballages, est-ce que c'est grave? C'est la pression sur les ressources, on l'a vu. Hein. Est-ce que c'est probable? Ben oui, les emballages sur toutes les imprimantes. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on va travailler. D'accord, mais vous voyez, ce petit outil, là, cette petite matrice va vous permettre de définir effectivement. Alors, on pourrait dire, hein, là, on va mettre 1, 2, 3, 4, et puis après, si vous êtes ici à 4 et 4, 16, on a un risque qu'à 16, c'est énorme. Là, si on a un risque à 1, ben, ça sera, on vous dira celui-là. Mais il va falloir se concentrer sur les risques les plus importants. Derrière, chaque fois qu'on va mettre une exigence, l'exigence, elle aura un effet sur ce risque-là. Si vous bannissez la présence d'une substance, hein, et que vous avez vraiment la preuve que, je vais sortir les imprimantes, mais vous prenez un textile, vous avez des substances préoccupantes, hein, des allergisants, des substances cancérigènes, mutagènes, etc. Vous avez un label qui s'appelle Ecotex 100 dans le textile. On travaillera sur le textile après.
Vous avez un label Ecotexte 100 qui va bannir la présence de ces substances-là. Et il y a un organisme indépendant qui va aller vérifier tout ça. Donc, quand vous avez effectivement demandé un textile qui réponde aux exigences de Ecotexte 100, vous savez qu'il n'y aura plus ces substances. D'accord ? Maintenant, on ne peut pas supprimer des fois toutes les substances, donc il va falloir essayer de minimiser le plus possible. Donc, vous voyez que on a la possibilité d'éliminer complètement le risque. Et je prends l'exemple des gaz à effet de serre ou de consommation d'énergie. Vous aurez une imprimante qui va toujours consommer de l'énergie et qui va toujours générer des gaz à effet de serre. Reste à savoir celui qui en aura le moins. Donc, on voit qu'on n'élimine pas le risque, mais on peut le réduire par nos exigences. Donc, on peut virer un risque ou réduire le risque en fonction des exigences qu'on va intégrer. L'objectif pour nous, c'est de ramener notre risque net, c'est-à-dire globalement, on aura toujours un risque sur l'échelle matérielle, mais le plus bas possible par les exigences qu'on va mettre ensemble. La prochaine fois. Okay. Alors, le dernier point qu'on devait voir, c'était l'analyse des coûts. Alors, l'analyse des coûts, elle va nous servir à quoi aujourd'hui? Comme je vous disais, là, j'ai repris le modèle qu'on a dans la norme, ISO 20400, mais je vous avais dit la dernière fois, pour ceux qui étaient là, qu'on ne travaillerait pas sur ces deux premières parties, parce que ça, c'est super ambitieux. C'est prendre toutes les externalités qui soient monétarisables ou pas monétarisables, et qui ne sont pas portées par l'organisation, mais la société. Je vous prends l'exemple, les gaz à effet de serre que vous allez générer dans la fabrication ou le transport de vos imprimantes contribuent au réchauffement climatique. C'est un enjeu planétaire. Ce n'est pas vous qui êtes victime directement, mais indirectement comme tout le monde, certes, mais c'est bien la société qui est en charge de ça. Toutes les pollutions peuvent générer des maladies respiratoires, par exemple. Les particules des voitures, ce n'est pas celui qui conduit la voiture qui va gérer le problème, c'est bien la société qui gère le problème. Donc là, on va travailler déjà, nous, sur ce qui concerne l'organisation et donc sur soit le TCO, soit, si possible, le coût global élargi. Ça va nous permettre, on va pouvoir utiliser cet outil de coût global, cette approche en coût global à deux niveaux. D'abord, dans la définition de nos besoins. Rappelez-vous tout à l'heure, on s'est posé la question de est-ce que j'achète mes imprimantes, est-ce que j'externalise, est-ce que je modifie voilà. Mais chaque solution va générer des coûts différents. Est-ce qu'il est plus rentable d'acheter, je ne sais pas, des copieurs beaucoup plus petits pour gérer les impressions courantes et quotidiennes, et puis que les gros volumes, on les sous-traite? Économiquement, c'est plus intéressant en prenant tous les coûts associés, parce qu'il y aura du transport pour vos documents, il y aura... donc, cet outil-là aura plus d'effet au moment de la définition du besoin pour donner une orientation précise sur le choix d'une solution qu'on pourrait trouver pour répondre aux besoins. Mais il peut être après utilisé dans le cadre d'un marché si j'ai décidé d'acheter mes imprimantes au moment de l'attribution. Sauf que vous voyez que le potentiel des économies qui peuvent être générées derrière sera beaucoup plus faible parce que vous allez vous en servir pour comparer à une imprimante A par rapport à une imprimante B. Donc, les pertes de coûts vont jouer sur l'amortissement, le coût de consommable, le coût d'entretien, la durée de garantie, etc. Mais c'est généralement des économies qui sont assez faibles. Par contre, entre la sous-traitance et l'investissement, là, il y a peut-être des économies beaucoup plus importantes à générer. Donc, je savais qu'on serait pris par le temps. Donc, j'avais laissé cette diapo qu'on a vue la dernière fois où on avait essayé déjà de lister les coûts directs et coûts indirects sur un ordinateur. D'accord ? Et on s'était dit, voilà, les externalités, ces fameuses externalités dont on ne doit pas forcément prendre en compte non plus beaucoup de choses parce que c'est très difficile à évaluer de façon monétaire. On pouvait déjà travailler par rapport à ça. On parlait de la formation. Si je veux réduire mon parc, il y a le prix d'achat, la location, il y a les accessoires périphériques, le système d'exploitation, etc. Donc voilà, vous avez des éléments pour déterminer tout ça. Et encore une fois, plus vous faites en amont de consultation, plus les économies, l'économie potentielle est importante, puisque, je vous dis, en amont, on est en train de sélectionner deux solutions possibles pour répondre aux besoins qui sont très différentes. L'achat de matériel ou la sous-traitance, par exemple, on voit que c'est un fossé entre les deux. Il y a une rupture entre les deux solutions, et c'est là où on pourra avoir les économies les plus importantes. Et
on peut quand même, en gros, utiliser ça pour comparer deux offres en quête de marché. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, ce que je vous propose, vous n'avez pas de questions? Pour le mieux dans le meilleur du monde. Non, c'est une question. Non. C'est bon. Ce qu'on va faire, donc moi, pour la prochaine fois, je vais reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit là. Je vais les retravailler pour voir un peu sur lesquels on va travailler la prochaine fois. La prochaine fois, on va reprendre ces risques-là et on va essayer de réfléchir aux leviers dont on dispose pour les mettre sous contrôle. Est-ce qu'il y a des référentiels qui répondent à ce genre de choses? Est-ce qu'il y a effectivement des offres sur le marché, etc. On va donc, une fois qu'on aura listé tout ce qui peut exister, on va voir après comment on va traduire ça avec les leviers de la commande publique. C'est-à-dire, est-ce qu'on en fait une spécification technique? Est-ce que c'est une condition d'exécution? Est-ce que c'est du critère d'attribution? Est-ce qu'on va intégrer ça dans un plan de théorie fournisseur? Et comment tout ça va se traduire en termes de... Alors, on n'ira pas jusqu'à tout rédiger, mais au moins les grandes lignes, voir comment on va formuler ces exigences dans les éléments de la consultation. Si ça vous va. D'accord? Et puis après, moi, derrière, je ferai la synthèse de tout ce qu'on s'est dit pour avoir effectivement des éléments qui rentrent dans le closier, qui soient un peu plus génériques sur les D3E. Oui, puis, si je peux me permettre, par rapport aux exigences de la loi AGEL, plus encore la loi numérique, là, devoir créer réemploi aussi, les obligations de réemploi. Donc, comment. Alors, on va voir que dans l'économie circulaire, justement, l'économie circulaire, c'est un monde hyper intéressant. Ça, c'est de nouveaux modèles économiques hyper intéressants pour répondre à la plupart de ces enjeux-là. Donc, c'est effectivement des choses à creuser. Ouais, mais les décisions sont pas difficilement favorables. On parle de réemploi. Oui, de seconde main. Donc, qu'est-ce qu'on a comme levier par rapport à ça? Je pense que tout à l'heure, vous parliez de la conduite du changement. Je pense que la conduite du changement, elle est côté utilisateur, mais elle est aussi côté DSI. Management, voilà. C'est qu'à un moment donné, il va falloir faire comprendre à la DSI que c'est du management. Voilà, c'est clair. Il faut les intégrer, en fait. Ce qu'il faut, c'est les intégrer au projet dès le départ. Tout à fait. D'où l'importance de travailler sur ces parties prenantes. Hein, parce que, quelque part, le travail avec les parties prenantes, ça a un double objectif. Hein. C'est à la fois, effectivement, le fait de jouer un peu sur leur influence, leur expertise, etc. Mais c'est aussi faire directement qu'ils adhèrent au projet, qu'ils se sentent acteurs du projet et que demain, ils ne voient pas des exigences arriver chez vous. Ils ont participé à cette réflexion, etc. Donc, c'est important. Il y a un point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est que la plupart de nos organisations, alors peut-être pas toutes, mais la plupart de nos organisations maintenant sont soumises à la rédaction d'un SFASER. Il ne faut pas oublier que dans la définition de sa stratégie, il faut suivre aussi les orientations de votre SFASER. Parce que votre SFASER, c'est votre feuille de route quelque part. C'est les engagements que vous avez pris quelque part. Ça a été défini aussi par les élus. Et si vous avez dit que vous alliez travailler sur l'économie circulaire, il est clair qu'il va falloir se servir de ce marché pour répondre à vos ambitions. Je pense que ce serait dommage de passer à côté, parce que si on ne passe pas à côté. Donc, je rajouterai, moi, à la première diapo qu'on avait vue, là, vous savez, il y avait analyse du marché, analyse des coûts, enfin, analyse du besoin, analyse du marché, analyse des risques, analyse des coûts. Je dirais aussi, attention, d'abord, il y a toutes les règles de la commande publique à respecter, avec la loi GEC, etc. Mais il y a aussi les orientations que vous avez prises dans le cadre de vos SFASER. Donc, il va falloir donner de la cohérence à tout ça. Donc, c'est des éléments qui vont aussi être pris en compte dans la construction de votre stratégie d'achat. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie d'achat qui irait à l'encontre de ce que vous avez pris comme engagement sur votre feuille de route. Sauf s'il y a un gros vide dans votre feuille de route et qu'il y a un gros risque, on va quand même le couvrir, tant pis. Mais, voilà. Chloé et Maud, vous avez des questions, des remarques? Non, merci. Moi, c'est clair. Très clair. Et juste une question, c'était de savoir on aborde le volet plus social au deuxième groupe de travail. Alors, on m'a demandé de ne pas trop parler du social, parce que là, en fait, le programme est vraiment tourné sur l'économie circulaire et l'environnement. Hein. Enfin, je me tourne vers
Non, non, ok, pas de problème. On parlera du social évidemment, mais Ouais. là on fait un focus environnement, mais enfin, ça reste un sujet à part entière. Du coup, on peut complètement l'aborder s'il y a besoin, c'est certain. Vous avez entendu? En fait, moi, j'avais la question, alors plus particulièrement, Bruno, c'est sur Electronic Watch. Ouais. Voilà, le fonctionnement, comment on peut l'intégrer dans les marchés. Alors, pour reprendre on en parlera la prochaine fois. Pour reprendre ce que disait Anaël, hein, c'est effectivement le focus devait être fait sur l'économie circulaire et l'environnement, mais la prochaine fois, on pourra effectivement prendre en compte ces aspects sociaux et on parlera de tout ça. Ok. Voilà. Je vous propose donc de se retrouver le 5 octobre, c'est ça, hein? Oui. 5 octobre, le deuxième atelier, on sera justement traversant l'exigence. On va construire un peu nos éléments et nos stratégies là-dessus. Cette partie-là, elle rentre dans un tout sur le marché. Oui. Après, c'est quelle valeur on lui donne. Alors, pour les personnes qui n'étaient pas la semaine dernière, il y avait un support que vous pouvez télécharger sur les sites de Maximilien. Là. Le support que j'ai utilisé aujourd'hui, je vais le transmettre à Anaël, il sera disponible à partir de demain, on va dire, sur. Si jamais vous pouvez me l'envoyer en format PowerPoint, comme ça, moi, après, je copie les slides et j'ajoute les éléments qu'on a vus. Alors, ce que veut dire, je vous laisse ça. Oui, je vais les embarquer avec moi. De toute façon, j'ai pris des notes et j'ai fait le lien sur Teams. Mais... Je les photographierai parce que moi, je vais aller travailler la semaine Ah, prochaine. vous pouvez les emmener si vous voulez. Ah, De toute façon, j'ai ce qu'il faut aussi. D'accord. Ok. Écoutez, je vous remercie. Nous, on se voit après, là, on a pas de réunion. Ok. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis à le 5, c'est la semaine prochaine. C'est bientôt, ça va être tout frais. Ouais. Donc, à la semaine prochaine. Et alors, du À coup, la semaine prochaine. À bientôt. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. le voisin, la salle que vous avez réservée, si vous êtes donc en fait, on va vous laisser ici, parce que ici, c'est libre. J'ai allongé la réservation. Super. De toute façon, on n'a pas pour tout le monde. Non, non. C'est autant que vous voulez. Et oui, maintenant aussi, on sait que cette passion peut pouvoir venir. Oui, j'espère. Je vais faire en sorte de réserver un peu de salle. Par exemple, on sera dans celle d'à côté la semaine prochaine. Si vous êtes, par exemple, pour une réunion juste avant, juste après, vous pouvez venir ici faire votre réunion. Il faut juste me le dire, comme ça, je vous réserve la salle. Si ça peut simplifier les choses. Non, après, par contre, est-ce qu'on peut rester pour travailler une heure? En fait, il y a des. Aujourd'hui, non, je ne vais pas demander. D'accord. Oui, en fait, on peut s'arranger. Moi, je fais en sorte de vous réserver ça pour l'expo. Mais sinon, il y a des petits box. Vous les verrez sur le chemin du retour et c'est sans réservation, c'est le premier lieu que vous réservez. Là, ah bah là, s'il y a de la place, vous pouvez complètement y aller, finir votre journée de travail. Faire une sieste. C'est très cosy. Je suis que j'ai rien. Merci.